bienvenue à tous pour cette 28e webconférence du sommet virtuel du climat. On en est déjà à la dernière journée, on en est à l'avant-avant-dernière, l'antépénultième conférence, ce qui est sur le thème « 6 ans après la COP21, quelles sont les tendances et bonnes pratiques de l'action climat non étatique ?» Donc j'ai avec moi plein d'intervenants qui se présenteront par la suite. Et je suis Suzy Cantraine, donc responsable communication pour l'APCC, qui est l'association des professionnels en conseil climat, et aussi pour cet événement, donc le sommet virtuel du climat. Et je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence. Alors, quelques mots d'introduction, simplement d'abord pour vous rappeler que notre mission, c'est de permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Et que c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on a monté cet événement, qu'on a eu une 50aine de webconférences et ateliers pendant 2 semaines. Donc, ça a commencé le 22 novembre et là, on est au dernier jour, le 3 décembre. Vous avez encore 2 conférences après celle-ci, donc n'hésitez pas à les regarder, je vous en reparlerai à la fin. Vous dire aussi que cet événement, il est coporté donc à la fois par l'APCC pour laquelle je travaille, également l'ADEME, l'association Bilan Carbone et la Fédération Sinov. Donc c'est grâce à ces coporteurs-là qu'on a pu monter cet événement. Et c'est également grâce à nos sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran qu'on a pu monter un tel événement. Donc on les remercie pour leur soutien. Merci à eux et merci également à tous nos parties prenantes qui nous ont soutenus depuis la première édition en 2019. Là, on en est à la 2e édition 2021 et on espère bien qu'on pourra vous présenter une 3e édition en 2023. Enfin, vous pouvez soutenir le sommet virtuel du climat. C'est important pour nous parce que cet événement a nécessité un certain financement. Nous sommes toutes des organisations à but non lucratif, donc on ne se fait pas d'argent sur cet événement. Simplement, ça a demandé une certaine somme à investir. Donc, si vous trouvez que c'est intéressant, que ça vous apporte, n'hésitez pas à nous faire un petit don. Je vous mets à tout hasard le lien dans le chat. Non, ce n'est pas ce lien-là, excusez-moi, je vous repasserai le lien tout à l'heure. Je vous remettrai le lien. Alors, quelques aspects logistiques avant de démarrer. Vous pouvez poser vos questions aux intervenants dans l'onglet Q et R que vous devez voir s'afficher en bas de votre écran. Donc, c'est important que vous alliez poser vos questions à cet endroit-là, car c'est là que nos intervenants vont venir piocher vos questions et y répondre. Donc, utilisez bien ce module-là. En revanche, si vous avez simplement des remarques, des commentaires à faire au fil de la conférence, donc quelque chose qui n'appelle pas une réponse directe de l'intervenant, vous pouvez le faire dans l'onglet « Discussion » que vous avez déjà un peu utilisé pour me dire bonjour tout à l'heure. Faites attention à bien sélectionner tout le monde quand vous envoyez votre message, sinon je crois que par défaut, ça l'envoie seulement aux hôtes et panélistes. Voilà, si c'est important pour vous. Vous dire aussi que le replay et les slides de ce webinaire seront disponibles sur le site du sommet virtuel du climat et vous les recevrez également par mail courant décembre. Et enfin, dernier petit point, vous êtes assez nombreux, là maintenant vous êtes une 60aine et ça va sûrement encore monter. On ne peut pas garantir qu'on pourra répondre à toutes vos questions. J'espère que oui, que nos intervenants auront la possibilité de le faire. Néanmoins, s'ils n'ont pas le temps de répondre à toutes vos questions, sachez que vous aurez leur mail dans un mail qui va partir juste après cette webconférence. Donc, vous pourrez les contacter. Voilà, vous pourrez les contacter. Et j'en ai terminé avec mes aspects logistiques. Je vais pouvoir passer la main à Samuel pour le reste de ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Samuel Laval, je suis chargé de recherche à l'Observatoire Climate Change et je vais avoir le plaisir de modérer cette webconférence consacrée donc à l'analyse des tendances et des bonnes pratiques de l'action climat non étatique. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran avec un diaporama. Tac. Écran partagé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, j'ai l'impression. Donc, il y a quelques mois, quand on a proposé cette webconférence au sommet virtuel du climat, on a proposé cette question parce qu'on savait que cette période allait coïncider avec la publication
de notre bilan de l'action climat par secteur de l'Observatoire Climate Change. Donc, je vais un peu présenter l'association Climate Change et ce qu'est ce bilan tout de suite. Et en fait, l'idée de cette webconférence, ça va être de présenter un peu les principaux résultats de ce bilan avec un panel d'experts qui nous ont aidés, qui ont contribué à ce bilan, qui ont écrit des analyses, des cas d'études. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Alors, d'abord, on entendra les enseignements un peu transversaux du bilan par Antoine Gillot, qui est coordinateur de l'Observatoire Climate Change. Et ensuite, on ira un peu approfondir certains points du rapport, certaines tendances. Donc, avec Guylain Favé, chef de projet de transition énergétique chez Suez Consulting, on ira parler de transport routier et de véhicules électriques. Avec Guillaume Marchand, ingénieur d'études en sciences sociales chez Modis, on ira parler de technologies de capture de carbone et ensuite de son utilisation ou de sa séquestration. Ensuite, avec Marie-Ange Kalenga, conseillère sur les questions forestières de gouvernance et de développement chez Ferme, on ira parler de foresterie communautaire, notamment en Afrique. Et enfin, avec Marie-Noëlle Reboulet, présidente du GRS, on s'intéressera à un projet du GRS à Oulan-Bator pour réduire la consommation, pour réduire les émissions dues au chauffage. Donc, avant d'ouvrir la parole aux intervenants que je remercie grandement de nous faire l'amitié d'être ici avec nous ce matin. Je vais présenter rapidement l'association et son bilan. Donc, l'association Climate Change, c'est une plateforme qui rassemble toute la diversité des acteurs non étatiques reconnus par l'ONU, donc les acteurs non étatiques reconnus par l'ONU dans le cadre des négociations internationales climatiques, donc les entreprises, les collectivités territoriales, les ONG, les groupes de paysans, les groupes de femmes, les groupes autochtones. Donc, il y a 9 groupes en tout, 9 groupes non étatiques reconnus par la CNUC. Et l'association Climate Change a un peu 3 activités principales. Déjà, elle anime un site internet portail de l'action climat où il y a une cartographie, un agenda, une bibliothèque du climat, ce qui permet de faciliter l'accès à l'information climat en français et en anglais et de diffuser les bonnes pratiques des acteurs non étatiques au niveau mondial. Donc ça, sur la cartographie, vous avez des centaines d'initiatives climat sur tous les continents que vous pouvez explorer et ensuite aller voir, aller contacter ceux qui la portent, etc. Ensuite, le deuxième pan de l'association Climate Change et pour lequel, dans le cadre duquel on est là ce matin, c'est l'Observatoire de l'action climat. Donc ça, je vais en dire un mot un peu plus long juste après, mais donc on est une équipe de chercheurs qui analyse l'action climat et suit tout au long de l'année ce qui se passe dans le monde en termes de lutte contre le changement climatique. Et après, on en rend compte dans des bilans comme celui qui a été publié lundi. Et enfin, troisième volet de l'association, l'organisation d'événements fédérateurs pour les acteurs du climat, les fameux sommets Climate Change que certains d'entre vous connaissent peut-être, que si vous nous connaissez depuis moins de 2 ans, et ben, vous n'avez vu que les versions virtuelles de ces sommets. Mais voilà, on espère pouvoir reprendre ces événements en présentiel le plus rapidement possible. Alors, le bilan mondial de l'action climat, c'est la publication phare de l'Observatoire Climate Change. Et c'est une publication qui dresse un panorama de tout ce qui s'est passé pendant l'année en termes d'action climat dans le monde. Donc, c'est un bilan qui s'intéresse à l'action réalisée, pas aux promesses ni aux engagements. Donc, on essaye vraiment de voir les actions réellement implémentées sur le terrain. C'est un bilan qui peut encourager l'action parce qu'on présente plein de bonnes pratiques et il y a des cas d'études, mais même il y a plein d'exemples de bonnes pratiques climat, donc ça permet d'inspirer des décideurs dans le monde. On essaie de raconter l'histoire derrière les chiffres des évolutions de gaz à effet de serre en synthétisant de nombreux rapports, articles et actualités issus de notre veille tout au long de l'année.
qui permet de suivre les progrès de l'action climat d'année en année. Et donc, cette analyse, elle se fait dans les principaux secteurs d'émissions selon la classification du GIEC, donc énergie, transport, bâtiment, industrie, déchets et usage des sols. Donc, le bilan mondial de l'action climat cette année a été publié le 29 novembre, donc lundi. On avait publié le résumé que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Enfin, vous pouvez retrouver le bilan complet et le résumé sur notre site internet. On avait publié le résumé le 8 novembre, qu'on avait présenté à la COP26 à Glasgow. Et donc, ce bilan, il est divisé en plusieurs parties, donc en 6 secteurs. Et à l'intérieur des secteurs, il y a plusieurs rubriques, indicateurs, tendances, signaux, cas d'études. Donc, les indicateurs, c'est une double page que vous pouvez trouver au début de chaque secteur qui permet un peu de faire l'état des lieux de où on en est. Une photographie avec des données objectives sur les émissions, sur les actions, pour voir globalement où on en est sur ce secteur. Ensuite, les tendances, ça c'est vraiment le cœur de l'analyse, où ça se présente un peu sous la forme d'articles entre 5 et 8 pages, où on fait une analyse sur, dans ce sous-secteur, par exemple là, vous voyez le secteur automobile que va nous présenter Guylain tout à l'heure. Dans ce sous-secteur, qu'est-ce qui s'est passé cette année en termes d'évolution de gaz à effet de serre et en termes d'action climat? Ces tendances, elles sont rigoureusement sourcées. Hein, on n'avance pas un chiffre, une information sans la coller à une source et un hyperlien. Donc, ce qui permet, ça permet en fait à ces tendances d'être des portes d'entrée aussi pour des gens qui veulent aller plus loin et creuser davantage certains sujets. Et ces tendances, chacune de ces tendances, elle est divisée en 2 parties. Au début, le panorama des données pour un peu faire l'état des lieux général du sous-secteur. Et ensuite, l'œil de l'observatoire, où là, c'est l'observatoire et les rédacteurs associés qui vont choisir un sujet en particulier, un focus régional, un focus sur des acteurs, sur certaines actions, qu'on a jugé essentiel pour expliquer ce qui s'est passé cette année en termes d'évolution des émissions et d'action climat. Ensuite, vous pouvez retrouver des signaux. Donc ça, il y en a entre 8 et 10 par secteur. C'est en fait des petites actualités qu'on a repérées où on s'est dit, tiens, ça, ce n'est pas encore une tendance, mais ça pourrait préfigurer une tendance dans les prochaines années. Donc, ça peut être des initiatives d'acteurs, ça peut être des changements de réglementation, des transformations de marché. Donc là, vous voyez l'exemple pour le secteur transport. Et enfin, chaque secteur se termine par des cas d'études qui sont là des initiatives remarquables qu'on a trouvées importantes à mettre en avant. C'est parfois issu de villes, parfois d'ONG, c'est parfois des initiatives multi-acteurs. Et on essaye à chaque fois de décrire la baisse des émissions résultantes et surtout les leviers qui ont été utilisés pour la baisse des émissions. Voilà, alors maintenant, je vais tout de suite laisser la parole à Antoine qui va nous présenter les enseignements transversaux de ce bilan. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce bilan en termes d'enseignements transversaux? Antoine, c'est à toi. Merci Samuel, bonjour à tous, bienvenue donc, dans cette webconférence. On est très heureux d'être accueillis aujourd'hui et de vous avoir avec nous pour discuter donc de ce qui constitue les clés de lecture transversales d'un bilan très dense, organisé autour de 6 secteurs d'émissions, comme l'a expliqué Samuel. Ce qu'on a essayé de proposer dans son résumé aux décideurs, c'est de trouver 10 lignes analytiques qui permettent de comprendre comment l'action climat a évolué l'année passée. Donc, vous pouvez retrouver ces 10 grands enseignements synthétisés dans une publication qui se trouve en ligne sur la page du bilan. Et puis, j'en profite aussi pour souligner que cette semaine sera en kiosque le numéro de décembre d'Alternative économique, dans lequel vous trouverez un cahier supplément réalisé par Climate Change sur ces tendances et les analyses qu'on a pu produire dans le rapport. Donc, pour commencer, nous nous sommes intéressés à l'évolution mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit donc de distinguer des profils régionaux bien distincts entre des pôles géographiques qui ont connu une baisse importante de leurs émissions en 2020 suite à la pandémie,
d'autres pôles qui ont subi des baisses un petit peu plus faibles, et surtout de voir comment se comporte le rebond des émissions. Donc à partir de là, on est capable de distinguer 3 profils. Le profil européen, états-unien et japonais, où il y avait une baisse, et sud-américain, où il y avait une baisse tendancielle des émissions depuis 5 ans, voire plus, où la pandémie a eu un choc assez important en immobilisant les activités, et où le rebond des émissions s'avère être relativement modéré dans le sens où il n'atteint pas les niveaux pré-pandémie. Un deuxième bloc, c'est celui des grands émergents asiatiques. Là, les émissions suivaient une tendance structurelle à la hausse depuis de très nombreuses années. Le choc de la pandémie a été plus faible et le rebond a permis de dépasser le plafond des émissions de l'année 2019. Et enfin, troisième bloc, un bloc dépendant des énergies fossiles dans les activités économiques, c'est celui de l'Afrique et du Moyen-Orient, qui ont subi donc un choc très important suite à la pandémie après des années de hausse des émissions galopantes, et puis un rebond qui peine en fait, à restituer toute son ampleur aux activités économiques, donc un rebond des émissions qui est encore assez modéré. Donc, au-delà de ces profils régionaux, on est capable aussi d'identifier des identités remarquables parmi les grands pays émetteurs. La Chine est un très bon exemple qui illustre notamment le fait que le charbon trace une ligne de frontière assez nette entre ces blocs-là. La Chine, très clairement, souffle le chaud et le froid sur la production d'électricité. Elle est à la fois à l'origine de la moitié des ajouts de capacité de production renouvelable, solaire et éolien compris, et à l'origine de 80% des ajouts de nouvelles capacités de production d'électricité à partir du charbon. Ça signifie que la Chine, à elle seule, avec son soutien public au charbon, est capable de maintenir la production mondiale à la hausse, alors qu'elle suit une baisse à la baisse, elle suit une tendance à la baisse dans la plupart des pays industrialisés. Tout cela nous amène à penser qu'au niveau mondial, nous ne sommes pas du tout dans une situation de transition, mais bien dans une situation d'accumulation. Et cette accumulation mondiale, elle est nourrie régionalement et sectoriellement par des transitions ponctuelles qui ont pu connaître une accélération en 2020. C'est le cas notamment des énergies renouvelables et de la mobilité bas carbone. On a vu un boom assez important quand même en 2020 des installations renouvelables, notamment sur le solaire et l'éolien qui drive la plupart de la tendance haussière. De très nombreux investissements qui commencent dans les renouvelables qui commencent à s'approcher du niveau des investissements fossiles. Donc on voit qu'il y a très clairement une tendance où les courbes se croisent sur le graphique à gauche. Vous êtes capable de voir que les petites barres en jaune, les nouvelles capacités de production renouvelable sont sur une tendance structurellement haussière, tandis que les nouvelles capacités non renouvelables sont sur une tendance structurellement baissière, même si elles continuent à augmenter. C'est ce qui nous fait penser qu'on est dans une situation d'accumulation. On n'a jamais consommé autant d'énergie fossile et d'énergie renouvelable en même temps. Un exemple de cette contradiction, c'est l'évolution du marché des véhicules électriques, et j'en dirai pas long. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur la slide précédente? Guylain va sans doute revenir dessus, mais voilà, on a un monde, on a un marché de l'automobile qui est globalement en grande difficulté depuis quelques années. Le marché des véhicules électriques émerge dans cette tendance, disons, négative pour le secteur économique comme un refuge de croissance. Cependant, on voit que au sein de l'augmentation des véhicules électriques, que ce soit en Europe, en Chine, aux États-Unis, les gammes de véhicules qui sont préférées par les constructeurs et les consommateurs sont des véhicules très lourds. À 2/3, ce sont des berlines ou des SUV dont le poids moyen dépasse largement la moyenne des véhicules traditionnels, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, où on a l'habitude de voir des véhicules beaucoup plus lourds. Ça signifie que la tendance du marché continue à diffuser ce qu'on appelle un imaginaire de puissance qui ne bénéficie pas à l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation en général. Ensuite, cette situation, cet état de fait qui nous amène à avoir un certain nombre de secteurs s'électrifier, donc gagner en efficacité énergétique, mais également connaître un effet rebond, donc une hausse de consommation, nous amène à penser que l'électrification des usages et la décarbonation du mix électrique sont désynchronisées.
l'électrification des usages, c'est vraiment le véhicule préférentiel de transition dans la plupart des marchés. L'impensé reste la baisse de la consommation ou le pilotage de la demande. Aujourd'hui, on estime que l'électrification doit permettre des gains d'efficacité qui doivent permettre de maintenir à niveau égal la consommation. On le voit dans les ventes mondiales de véhicules électriques, y compris les bus, comme vous pouvez le voir ici, mais également l'électrification des réseaux ferroviaires électriques, la pénétration du chauffage électrique dans les bâtiments qui est un petit peu plus lente, mais qui progresse également, et puis aussi tous les espoirs qui ont été placés dans un certain nombre de technologies, comme l'hydrogène, par exemple, qui vont demander, si on veut que cette production soit décarbonée, des investissements très, très conséquents et donc une hausse de la production électrique bas carbone. Pour l'heure, cette production électrique elle est encore très largement dominée par les énergies fossiles, comme vous pouvez le voir sur le graphe de gauche. Cette hausse de la demande en biens et en services bas carbone s'est heurtée cette année à la capacité d'adaptation des chaînes d'approvisionnement de l'économie mondiale. Ça veut dire que les chaînes de valeur et les chaînes de production mondialisées sont aujourd'hui en grande difficulté pour répondre à ces petites transitions régionales et sectorielles que l'on vient de décrire. Ça s'observe par exemple suite à la demande croissante pour les technologies bas carbone. On a vu une inflation très importante sur les marchés des semi-conducteurs, mais aussi des métaux stratégiques nécessaires par exemple à la production de batteries comme le nickel, le lithium, le cobalt, mais on peut aussi citer l'aluminium ou encore le cuivre. On a même vu sur certains secteurs des pénuries qui étaient facilitées par des goulets d'étranglement. Ça signifie que sur certaines lignes de production, il existe des acteurs dominants qui n'ont pas su répondre en fait, à la forte hausse de la consommation, à la fois drivée par la transition et aussi par le rebond de la demande suite à la pandémie. Un marché exemplaire à cet égard, c'est celui du vélo. Le vélo a été une solution favorisée par les gouvernements locaux pour répondre à la crise sanitaire et au confinement. On a vu une installation importante de pistes cyclables un petit peu partout dans le monde et une hausse de la pratique du vélo. Il existe un acteur dominant sur le marché du vélo à l'échelle mondiale, c'est une entreprise japonaise qui s'appelle Shimano, qui concentre 65% des capacités de production des cassettes de frein, des pignons, par exemple, et donc qui a engendré, face à cette hausse de demande, des délais d'approvisionnement, des retards d'approvisionnement très, très conséquents. Et puis cette situation a été empirée notamment par la désorganisation du fret maritime international. Le décalage en fait, dans la reprise économique a fait que la distribution mondiale des porte-conteneurs n'a pas permis de répondre de façon comment on dit, timée, de façon adéquate aux demandes régionales de transfert de marchandises. Donc, on a vu de très nombreux porte-conteneurs rester à quai au large des ports et en attendant de pouvoir décharger leur cargaison, ce qui a généré à nouveau des pénuries et des difficultés d'approvisionnement. Face à cette situation, on a vu également de très nombreuses entreprises répondre à la pression exercée par les gouvernements locaux et la société civile pour engager et accélérer leur transition. Ça s'illustre à travers notamment l'adoption de la neutralité carbone dans les stratégies de relance et de croissance des grandes entreprises. La neutralité carbone, c'est devenu la boussole des engagements depuis l'accord de Paris et surtout le rapport du GIEC sur un réchauffement à 1,5 publié en 2019. Aujourd'hui, on voit que près de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont couvertes par des engagements à la neutralité carbone des États. Et puis, on a vu de très nombreuses entreprises intégrer cet objectif, non seulement se fixer un objectif à l'horizon 2030-2050, mais aussi véritablement déployer des plans d'action concrets qui nous mènent à penser que cette neutralité carbone intègre donc aussi les stratégies de croissance. C'est très important à comprendre. Ça signifie qu'on peut voir des entreprises de secteurs extrêmement carbonés, comme par exemple les majors pétrolières européennes, s'engager à la neutralité carbone, mais dans le sens de la transformation de leur business model pour intégrer et devenir des acteurs dominants des marchés émergents, comme celui de la production renouvelable, par exemple, mais aussi des services bas carbone, puisque 80% des émissions d'une entreprise pétrolière, c'est son scope 3, donc ce sont ses clients qui les produisent en utilisant le pétrole. Et bien, ces entreprises pétrolières-là s'engagent sur un certain nombre de services qui doivent permettre
à leurs clients donc de se décarboner. Donc cette évolution, ça nous permet de penser que ces acteurs-là, issus du monde carboné, sont en train petit à petit de grignoter et d'essayer de se faire une place dans les marchés émergents. Alors comment elles le font? Elles le font notamment par deux moyens, la concentration et l'intégration verticale des filières. C'est une façon de répondre aux impératifs de transition, mais aussi aux difficultés d'approvisionnement qu'on a pu observer et qu'on vient de décrire. Les fusions-acquisitions sont un véhicule préférentiel pour les majeures pétrolières européennes, si on continue sur cet exemple-là. Elles disposent de moyens de capacité d'investissement très, très importantes liées justement à leur production pétrolière. Ça leur permet donc d'intégrer les marchés de production renouvelable simplement en rachetant des entreprises ou en prenant de la participation dans des projets existants. On voit ici, par exemple, que Total Energy dépense 16% de ses dépenses de fusion-acquisition dans des secteurs bas carbone. C'est le meilleur élève, entre guillemets, parmi les majeures européennes. C'est encore très faible, hein, 16%, ça veut dire qu'il y en a encore 84% qui est de ces dépenses en fusion-acquisition qui est destinée à d'autres marchés, notamment beaucoup plus carbonés. Mais on voit une progression depuis plusieurs années qui nous amène à penser qu'il y a une véritable intention de ces entreprises-là d'entrer sur ces marchés émergents. L'intégration verticale également, c'est une manière de sécuriser ses approvisionnements. Stellantis, par exemple, qui est un groupe automobile formé par la fusion de PSA et de Fiat Chrysler, s'est rapproché de Foxconn, qui historiquement est un producteur d'iPhone à Shenzhen, en Chine. Donc Foxconn est une entreprise d'électronique. Ces deux entreprises-là ont réalisé un joint venture qui vise tout simplement à garantir pour Foxconn des débouchés sur ses productions d'électronique dans des marchés à haute valeur ajoutée comme l'automobile, et pour Stellantis de garantir son approvisionnement dans ces métaux stratégiques dont on parlait tout à l'heure et dans les produits électroniques semi-finis qui sont nécessaires à l'électrification notamment des véhicules. Tesla fait la même chose avec des grandes compagnies minières, Trafigura ou BHP, pour sécuriser ses approvisionnements de nickel, de cobalt et d'autres métaux nécessaires à la production de batteries. Tout ça nous amène en fait à observer un raccourcissement des chaînes de valeur qui est accéléré par les stratégies des États, mais aussi de certaines régions. On a vu bien évidemment l'Union européenne déployer le fameux Airbus des batteries. Les États-Unis, suite à l'élection de Joe Biden, ont lancé un grand inventaire de leur chaîne d'approvisionnement, notamment sur le lithium, les terres rares ou la production de batteries, qui les ont amenés à essayer de développer des industries régionales. Le Japon a fait ça depuis quelques années déjà, en raison de sa dépendance à la Chine pour son approvisionnement en terres rares. Mais on a aussi vu des régions très bien dotées en ressources minérales essayer de déployer des stratégies d'intégration verticale des filières. La Bolivie, qui dispose d'importantes réserves de lithium, l'Indonésie sur le nickel ou le Québec sur un certain nombre d'autres minéraux, essayent désormais de devenir des acteurs dominants de la production de batteries, voire de devenir des acteurs de la production de véhicules électriques. Le Québec s'étant positionné particulièrement sur le segment du recyclage des batteries. Pour les secteurs qui auront du mal à se décarboner, on voit qu'il y a eu une percée cette année d'intérêt sur ce qu'on appelle les technologies de rupture. Ces technologies de rupture, ce sont essentiellement l'hydrogène et la capture du carbone. Les investissements sur l'année 2020 ont augmenté de 12,5% pour l'hydrogène. Les plans de relance se sont engagés à investir massivement dans cette nouvelle forme de vecteur énergétique. 17 États ont déployé également des stratégies, donc des choses extrêmement concrètes pour pouvoir déployer des filières régionales de production d'hydrogène. Et puis surtout, on observe, et ça c'est notre rôle en tant qu'observatoire, que la production d'hydrogène aujourd'hui, elle est encore très, très carbonée. Ça veut dire que vous n'avez que environ 1,4% de la production d'hydrogène qui est bas carbone, essentiellement produite par électrolyse à partir d'énergies renouvelables. En d'autres termes, vous avez une production d'hydrogène qui émet encore beaucoup d'émissions et surtout qui est utilisée dans des secteurs minoritaires. Donc c'est-à-dire que le transport lourd et longue distance notamment, ou les industries qui ont du mal à se décarboner comme la sidérurgie, le ciment ou la chimie. C'est la même chose pour la capture du CO2. On a vu une hausse des investissements dans cette technologie qui est recommandée
le GIEC ne fait pas de recommandation, mais en tout cas qui est mentionné dans les scénarios du GIEC pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. C'est une technologie qui, aujourd'hui, peine à trouver une maturité économique depuis des années et des années. Néanmoins, on a vu quand même un regain d'intérêt dernièrement pour la capture du carbone en sortie d'usine et en sortie de production, comme par exemple sur une cimenterie, sur une déchetterie à incinération. Capturer le carbone et le séquestrer peut paraître peut-être une solution de dernier recours lorsqu'on ne parvient pas à décarboner au-delà ces procédés industriels. Surtout, on a vu les entreprises pétrolières s'engager énormément sur ce secteur-là. C'est ce que je décrivais tout à l'heure sur les services bas carbone. Donc, c'est devenu aujourd'hui le 3e poste de dépenses bas carbone de ces entreprises du oil and gas. On a vu que 50% des projets qui étaient financés aujourd'hui, prévus en Europe, sont financés par des compagnies pétrolières et gazières, tout simplement parce que le carbone, aujourd'hui, le modèle économique qui permet de faire vivre cette capture du carbone, aujourd'hui, c'est un modèle économique qui utilise le CO2 capturé pour le réinsérer dans des puits de pétrole en déplétion pour en allonger la durée de vie et en faciliter la production. Ça signifie qu'on est sur une filière qui aujourd'hui est encore très dépendante donc de l'industrie pétrolière et peine à développer la séquestration permanente du CO2. Mais ça, Guillaume Marchand reviendra sur le sujet. Ensuite, on rentre un petit peu donc, dans les stratégies des acteurs. On voit des plans de relance qui ont fait la part belle aux énergies fossiles, mais également qui ont fortement investi dans les énergies propres et les investissements bas carbone. Tout l'enjeu, là, cette année et dans les années à venir, sera de voir quels sont les effets leviers qui vont se produire sur ces sommes engagées par les États. On sait que 1 milliard engagé pour sauver une usine de production au charbon ne va pas forcément avoir le même effet que 1 milliard engagé pour investir dans des pistes cyclables, par exemple. Donc, toute proportion gardée, il va falloir être très, très attentif à la façon dont le plan de relance va impacter la transition dans les années suivantes. Ensuite, on regarde aussi le rôle des gouvernements locaux. À Climate Change, c'est un marqueur de notre identité. C'est très, très important en fait, de pouvoir dire que les gouvernements locaux sont des accélérateurs de transition, et ça, on l'observe. On l'a observé notamment en 2020 avec le déploiement des pistes cyclables que je décrivais tout à l'heure. 1466 km de nouvelles infrastructures en Europe, c'est absolument considérable. On voit les systèmes de vélos partagés exploser également. L'électrification touche aussi le secteur du vélo, que ce soit les flottes de free floating ou bien les vélos à assistance électrique, qui sont par exemple aujourd'hui devenus la gamme de vélos les plus vendus aux Pays-Bas, pays cycliste historique. Et puis, on a vu que par moments aussi, les gouvernements locaux pouvaient être des freins à la transition. Donc ça, c'est le cas aux États-Unis, par exemple, où des villes se sont engagées à retirer le gaz, interdire le raccordement au gaz des nouveaux bâtiments, et se sont heurtées à l'opposition des États conservateurs et gaziers qui veulent garder la main sur le tempo de la transition pour protéger l'emploi, pour protéger l'économie. Donc, on interdit à leur ville de prendre de telles mesures d'interdiction du gaz. Donc, on est dans une véritable bataille juridique entre gouvernements locaux aux États-Unis sur l'avenir du gaz dans les bâtiments, qui nous fait dire que, qui remet un petit peu au centre du débat les enjeux de transition juste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une économie carbonée à une économie décarbonée, tout en préservant l'emploi et en facilitant l'intégration et la participation des populations dans ce mouvement de transition. Et enfin, dernier renseignement, et donc je repasserai la parole à Samuel juste après ça. On a vu plusieurs nouvelles formes d'action de la part de la société civile qui gagnent en efficacité et en impact. Tout d'abord, la judiciarisation de l'action climat. Donc ça, on l'observe déjà depuis plusieurs années. Près de 1500 affaires juridiques étaient en cours sur le climat en juillet 2020, d'après les derniers chiffres de l'UNEP, mais surtout, on a vu des succès en France, avec, tout le monde le sait, l'affaire de Grande-Sainte, l'affaire du siècle également, en Allemagne, aux Pays-Bas, avec l'affaire Urgenda, qui ont amené à chaque fois en fait, les tribunaux à demander aux États de réviser leur copie sur le climat. Et puis, ça vaut également pour des entreprises. Hein. On a vu Shell, par exemple, être condamné par le tribunal de La Haye le 26 mai 2021, leur demandant à l'entreprise pétrolière de revoir ses ambitions climatiques sous l'impulsion des citoyens et des ONG qui ont poursuivi l'entreprise. On a vu également des revers.
le tribunal de première instance en Grande-Bretagne avait interdit l'extension de l'aéroport d'Heathrow à Londres sur le motif que ça ne respectait pas les engagements de l'accord de Paris. Finalement, la Cour suprême britannique a validé cette extension en disant que l'accord de Paris n'avait pas de force normative dans ce domaine. Et puis une deuxième forme très très intéressante d'action de la société civile, c'est l'activisme actionnarial qui s'est montré particulièrement efficace cette année. On voit qu'il y a une progression, il y a de plus en plus de résolutions sur le climat qui sont portées dans les assemblées générales des grandes entreprises par des actionnaires, par des fonds d'investissement, des gestionnaires d'actifs, et surtout qui reçoivent un soutien croissant de la part du vote actionnarial. On a vu des géants de la pétrochimie, par exemple, augmenter leur transparence sur l'impact de leur production plastique. On a vu également un grand mouvement, c'est toujours très intéressant, dans le milieu des compagnies pétrolières, décidément, c'est un exemple qu'on aime beaucoup. ExxonMobil, par exemple, a vu rentrer des actionnaires activistes, entre guillemets, dans son board, sous le vote et l'impulsion des actionnaires. Chevron a été condamné par ses propres actionnaires à augmenter ses ambitions climatiques, et donc Shell, en parallèle, le même jour, était aussi condamné donc, par le tribunal de La Haye. Donc tout ça, voilà, vous donne un petit panorama de la façon dont l'action climat a évolué en 2020. Bien évidemment, ce sont des clés de lecture transversales. Si vous avez des intérêts particuliers, n'hésitez pas à rentrer, à plonger un petit peu plus en avant dans le rapport. Et donc, je laisse surtout la parole à tous les contributeurs que je remercie vraiment pour leur collaboration, qui vont s'exprimer aujourd'hui et décrire aussi les sujets sur lesquels ils ont travaillé. Merci à tous. Merci beaucoup, Antoine. Je vais sans plus attendre passer la parole à Guilain qui va nous présenter la tendance qu'il a écrite sur le secteur routier. Juste pour dire un mot sur le secteur des transports en général, c'est un secteur qui a été très, très impacté par la pandémie de Covid-19. Hein. Les estimations de baisse d'émissions de gaz à effet de serre du secteur vont de 10% à 20%. Donc, c'est des baisses d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi des pertes financières considérables pour tous les acteurs de tous les secteurs du transport. D'ailleurs, hein, aucun secteur n'échappe à ce choc. Donc, je vais maintenant tout de suite laisser la parole à Guilain pour faire un peu ce focus sur le secteur automobile et nous expliquer comment justement le marché de l'automobile électrique, lui, ne connaît pas la crise. Guilain, c'est à toi. Merci Samuel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais partager ma présentation. Alors. Normalement, c'est bon? Vous voyez mon écran? Ouais. Alors, Samuel et Antoine vous ont déjà brièvement parlé du secteur de l'automobile. Donc, on ne pouvait pas passer en fait à côté de cette tendance en 2020. Comme Samuel vous l'a expliqué, on a un secteur qui a été gravement impacté par la crise du Covid, peut-être le secteur qui a été le plus impacté par les mesures de restriction. Et parallèlement à ça, c'est assez surprenant, mais le secteur de l'électrification a connu un boom considérable en 2020. Donc, vous le voyez sur ce graphique en bas à gauche. On fait également ici le bilan en fait, des bonnes actions 6 ans après la COP. Donc, si vous regardez en 2015, on avait à peu près 1 million de véhicules électriques en circulation dans le monde. Et en 2020, on a dépassé la barre des 10 millions. Donc, c'est 10 fois plus. On a une progression en x10 en 5 ans, ce qui est considérable. Alors, le marché automobile, globalement, lui, il était déjà en crise. Ça ne date pas seulement du Covid. Les ventes étaient déjà en rétraction, en fait, en contraction en 2018 et en 2019. Mais ça s'est effectivement accentué avec la crise du Covid. Alors, la progression de l'électrification, elle a été assez hétérogène sur les marchés, suivant les différents marchés en 2020. Vous le voyez sur le graphique de droite, en bas à droite, avec les courbes de vente suivant les marchés. Et ce que vous pouvez noter en regardant la courbe jaune, qui est la courbe des ventes sur le marché européen, c'est qu'on a vraiment une explosion des ventes considérable. Les ventes ont connu une croissance de 137% sur le marché européen. Et pour la première fois, on a dépassé le marché chinois en termes de volume de vente. Vous pouvez noter également qu'en 2018, la Chine était loin devant et les marchés américains et européens étaient à peu près équivalents.
Aujourd'hui, en 2020, on a l'Europe qui a largement dépassé la Chine où les ventes ont un petit peu progressé, et aux États-Unis, les ventes ont stagné. Alors, cette dynamique, elle va se poursuivre cette année, la même dynamique d'ailleurs, avec d'une part une crise du marché automobile global. Alors, cette année, malgré la relance économique, on a une crise avec des tensions sur l'approvisionnement en semi-conducteurs, donc un marché global en crise, mais une électrification qui va poursuivre sa croissance. Et Bloomberg mise sur 5,6 millions de véhicules électriques vendus en 2021, donc encore une croissance de 83%. Alors maintenant qu'on a fait cet état des lieux, alors quels sont un peu les facteurs qui expliquent cette tendance? Alors on a d'abord tout un ensemble de politiques nationales d'incitation économique. De nombreux pays ont placé l'électrification au cœur de leur plan de relance. C'est tout d'abord le cas de la Chine. C'était l'un des premiers pays à proposer des subventions à l'achat de véhicules électriques. Ils avaient commencé dès 2009. En 2020, ils avaient décidé d'arrêter ces subventions parce que c'est un mécanisme qui est très coûteux et que le marché était déjà assez lancé en Chine. Cette décision d'arrêter les subventions, elle a créé une forte baisse des ventes au premier semestre 2020. Donc, le gouvernement chinois a décidé de maintenir ces subventions jusqu'en 2022. Ensuite, on a de nombreux pays européens qui ont débloqué des fonds pour des subventions à l'achat ou pour déployer des infrastructures de recharge. C'est le cas, par exemple, en France, en Allemagne, avec 1,9 milliard d'euros en France dédiés au bonus écologique à l'achat de véhicules électriques. En Allemagne, avec 1 milliard d'euros d'aide à l'achat. Et enfin, les États-Unis, qui étaient longtemps à la traîne, se positionnent maintenant sur le marché électrique. Joe Biden défend un plan à 174 milliards pour financer à la fois des aides à l'achat et le déploiement d'infrastructures. Et ce qu'on note maintenant, c'est un peu une transition et un changement en fait entre ces politiques purement de subventions qui sont très coûteuses vers des politiques d'incitation normative et plus des politiques de régulation du marché. Donc cette carte à droite, qu'est-ce qu'elle représente? C'est l'ensemble des pays qui ont fait des déclarations de sortie des véhicules thermiques. Donc dans l'ensemble, ce sont majoritairement des pays, des États européens, qui ont adopté comme objectif l'horizon 2035 ou 2040 pour une sortie des véhicules thermiques et des ventes de véhicules 100% électriques. C'est principalement des pays européens, mais vous avez également des États comme le Cap-Vert ou le Costa Rica qui ont adopté de tels objectifs. Mais l'exemple le plus frappant de force normative, c'est celui de l'Europe. L'Europe a adopté un règlement européen qui adopte un seuil d'émissions à ne pas dépasser. Donc, ce seuil il a été fixé à 95 grammes de CO2 par kilomètre en 2020. Alors, il faut bien comprendre que ce seuil, ce n'est pas un seuil qui s'impose à l'ensemble des véhicules et que ce n'est pas un seuil que chaque véhicule doit respecter. C'est un seuil qui s'applique en fait à un constructeur. La moyenne des émissions des véhicules qu'il vend doit être inférieure à ces 95 grammes de CO2 par kilomètre. Ce qui veut dire qu'on peut continuer à produire un SUV très polluant qui va émettre par exemple 200 grammes de CO2 par kilomètre à partir du moment où on va compenser cette vente par la vente d'un véhicule à plus faible émission, que ce soit un véhicule hybride ou un véhicule à zéro émission, comme c'est le cas d'un véhicule électrique. Alors cette norme, elle a quand même de nombreux trous dans la raquette. Il y a plusieurs aménagements qui sont possibles pour les constructeurs. Le premier d'entre eux, et qui a fait polémique à l'époque, c'est la possibilité aux constructeurs de constituer des groupements pour baisser un peu leurs émissions de manière groupée. Alors c'est le cas de Fiat, par exemple, qui s'est associé à Tesla pour faire baisser, bien sûr, ses émissions. Mais vous avez également des assouplissements en fonction du poids des véhicules. Alors, c'est très contre-intuitif, mais en fait, plus un véhicule est lourd, plus il a le droit d'émettre de CO2 avec cette norme. Enfin, c'est flexibilisé pour que les véhicules lourds puissent passer ces seuils d'émission. Et ce qu'on a vu donc, avec le lancement de cette norme, c'est que les constructeurs ont été très réticents au départ, puis ils se sont mis en ordre de marche et chacun a adopté des stratégies un peu différentes pour rentrer dans les clous de cette norme. Donc, sur les graphiques en bas à gauche, vous voyez que, par exemple, des constructeurs comme Nissan et Hyundai se sont lancés très vite sur le véhicule 100% électrique à batterie électrique. Des constructeurs plus traditionnels qui étaient un peu pionniers sur le domaine de l'hybride, c'est le cas de Toyota, sont restés sur leur trajectoire de véhicules hybrides et ne sont pas lancés du tout sur le véhicule électrique. Donc, Toyota, aujourd'hui, 60% de sa gamme sur le marché européen, c'est de l'hybride. Et l'électrique ne représente presque rien chez eux. Et enfin, vous avez des constructeurs comme Volvo ou BMW qui, eux, commercialisent des véhicules de gamme plus lourde et plus puissante qui ont adopté des véhicules hybrides rechargeables. Ce qui leur permettait, en fait, c'est plus compliqué d'électrifier un véhicule plus lourd et le fait d'adopter un véhicule hybride rechargeable permet de rentrer dans les clous de la norme
à moindre frais. Donc, la première conséquence, c'est qu'aujourd'hui, presque tous les constructeurs sont en dessous de ces normes d'émission. Donc, la grande nouvelle, c'est que cette norme a permis, pour la première fois, de faire réduire les émissions du secteur automobile en Europe. Il faut savoir que sur les 5 dernières années, en fait, année après année, on avait une hausse des émissions sur le marché européen. Et en 2019, on était à près de 120 grammes de CO2 par kilomètre, malgré tous les gains d'efficacité qu'on connaît. Donc, c'est le grand mérite de cette norme, c'est d'avoir mis en marche en fait, le secteur vers l'électrification. Et aujourd'hui, cette dynamique, elle se poursuit et elle est très fertile en initiatives. Il y a un mois, on a eu à la COP26 un engagement assez fort avec la signature de la déclaration de Glasgow pour les véhicules zéro émission. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration? En fait, c'est une déclaration qui a été signée par une coalition d'États, de gouvernements locaux, de constructeurs automobiles, mais également d'acteurs de la mobilité, de fonds d'investissement qui se sont tous engagés à sortir des véhicules thermiques à l'horizon 2040. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est portée également par des constructeurs automobiles et des constructeurs qui étaient un peu retardataires en fait, sur le marché de l'électrification. Avec notamment Volvo. Volvo a lancé son premier véhicule électrique en 2019 seulement. Et aujourd'hui, Volvo annonce des objectifs de 100% de gamme électrique d'ici 2035. Alors, on a également des États qui se sont associés à cette initiative. C'est le cas alors, de pays plus avancés comme le Royaume-Uni, mais on a également des pays en développement comme le Kenya qui ont adopté cet objectif. Et parallèlement, des grandes nations un peu frileuses, alors c'est le cas de la France, des États-Unis ou de l'Allemagne, qui, eux, ne souhaitent pas s'engager sur un objectif 100% électrique d'ici 2035. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a des constructeurs qui disent « nous, on est prêts, 2035 pour nous, c'est bon », et qui ont des engagements en fait, plus ambitieux que ceux des États, alors que c'était vraiment le contraire il y a quelques années. Et pour finir, on a également des villes et des régions qui sont signataires de cette déclaration. Alors pour les villes et les régions, ça peut être des objectifs d'électrification de bus publics ou de flottes de véhicules, ou également l'adoption de zones à zéro émission ou à faible émission. Alors tout n'est pas rose dans le monde de l'électrification, et je n'ai pas résisté à placer cette photo de Joe Biden qui nous fait la publicité pour un magnifique Hummer électrique. Donc, c'est un véhicule qui pèse 4 tonnes et dont le poids des batteries est de 950 kg, juste les batteries. Donc, on voit qu'on n'est pas vraiment dans la sobriété et que comme Samuel et Antoine vous l'ont présenté auparavant, on a vraiment la voiture électrique n'échappe pas à l'imaginaire de puissance. On a des véhicules qui sont toujours de plus en plus gros. Et on a pu voir que en fait, sur la plupart des véhicules électriques vendus, un tiers d'entre eux dépassent les 2 tonnes, ce qui est considérable. Et surtout, en fait, on a une bonne partie des véhicules électriques commercialisés qui sont des SUV. Donc, pour le climat, ce n'est pas totalement positif encore, même si c'est mieux que des véhicules thermiques. Et enfin, alors je vous ai mis quelques chiffres qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que si tous ces chiffres paraissent incroyables, on a une croissance exponentielle sur le marché, il faut garder en tête en fait, que les 10 millions de véhicules électriques qui sont en circulation aujourd'hui dans le monde, ça représente à peine 1% des véhicules en circulation au total dans le monde. Et que si on veut vraiment ne pas dépasser les 2 degrés et donc atteindre la neutralité carbone en 2050, ça signifie que l'ensemble des véhicules en circulation en 2050 doivent être électriques. Ça représente 2 milliards de véhicules d'après l'Agence internationale de l'énergie. Donc d'ici 30 ans, il faut qu'on ait multiplié par 200 en fait, le stock de véhicules électriques. Donc pour les prochaines années, et pour conclure, il va vraiment falloir suivre ces 2 tendances. En fait, est-ce qu'on arrive à suivre ces objectifs qui sont très ambitieux? Comme Antoine vous l'a dit, on a des tensions sur des métaux, sur des chaînes d'approvisionnement, donc ça va être un défi très, très grand. Et finalement, est-ce qu'on va réussir également à échapper un peu à cet imaginaire de puissance et aller vers plus de sobriété sur le marché de l'électrification? Donc voilà les messages que je voulais vous passer, et je suis ouvert après à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce sujet passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup, Guilain, et merci encore pour ta contribution à ce bilan mondial de l'action climat. Il y a eu pas mal de questions dans le chat. Je te laisserai les regarder et y répondre si tu as le temps. Je t'en donne juste une à l'oral comme ça dès maintenant pour être sûr que tout le monde a bien compris cette histoire de limite d'émission en Europe.
Cécile Grassi demande concrètement, cela signifie que si un constructeur vend mal sa gamme de véhicules peu émissifs, il va devoir réduire ses ventes de SUV. Donc, c'est bien ça? Je n'ai pas bien compris. Attends, je vais lire Ah. où sont les questions. Pourquoi je n'arrive pas à les voir? C'est. Alors, il faut que tu enlèves ton partage d'écran. Je pense que tu auras mieux. Ouais. Comment je fais ça? Partage ton écran, toi. Mais oui, enfin, ça veut dire que si on vend des SUV d'un côté, il faut compenser Voilà. Okay. par d'autres gammes. Enfin, il faut pousser. Cette norme, en fait, elle a permis. Et puis, elle a donné un gros poids en fait, aux véhicules électriques. Il y avait des bonus accordés aux véhicules électriques. Un constructeur qui vendait un véhicule électrique, il ne comptait pas comme un seul véhicule, il comptait comme 2 véhicules au départ. Aujourd'hui, c'est 1,6 véhicules, il me semble. Enfin, tout était fait pour favoriser les véhicules électriques. Et ce qui est quand même un petit peu pernicieux, c'est que les véhicules hybrides rechargeables avaient également des bonus, alors que plusieurs études en fait, ont montré que ces véhicules n'avaient pas leurs émissions en pratique étaient bien supérieures aux émissions théoriques annoncées par les constructeurs. Merci beaucoup. Et ben, du coup, je te laisse regarder. Il y avait d'autres questions donc, dans ce module questions-réponses que tu peux trouver en bas de ton écran normalement. On va tout de suite enchaîner sur le secteur bâtiment. On a la chance d'avoir avec nous Marie-Noëlle Reboulet, qui est présidente du GRES. Alors, le bâtiment, ça a été un secteur aussi très impacté par le Covid, hein, moins 16% d'émissions de gaz à effet de serre globalement. Et l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, dans sa feuille de route pour la neutralité carbone pour 2050, elle fait reposer la décarbonation du secteur du bâtiment sur principalement 2 piliers, l'électrification et l'efficacité énergétique. Alors, sur l'électrification, je vous invite vraiment à aller lire ce dont a parlé la tendance dont a parlé Antoine tout à l'heure sur ces villes américaines qui mènent une bataille contre le gaz pour que les bâtiments les nouveaux bâtiments soient tout électriques. C'est assez intéressant de voir les rebondissements, rien qu'en 2 ans, tous les rebondissements qu'il y a eu dans cette histoire. Et sur l'efficacité énergétique, alors on voit globalement que les investissements augmentent assez lentement, mais ils augmentent. Là, en 2020, ils ont augmenté de 20 milliards et ils devraient encore augmenter d'environ 20 milliards, principalement grâce à des investissements en Europe. On va s'intéresser tout de suite avec Marie-Noëlle Reboulet à une initiative du GRES pour améliorer l'efficacité énergétique de bâtiments à Oulan-Bator. Marie-Noëlle, c'est à vous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à Climate Change et au sommet virtuel sur le climat de donner la parole et d'avoir permis d'exposer cette initiative dans le bilan sectoriel 2020 pour illustrer la question des bâtiments. Alors, le GRES, en 2 mots, c'est une association créée à Marseille en 1976 qui défend la solidarité climatique et qui agit concrètement sur le terrain pour la transition énergétique en région PACA, notre Provence-Alpes-Côte d'Azur, notre région de base, mais aussi en Afrique et en Asie. Là, vous voyez quelques images de nos interventions dans la cuisson, les serres bioclimatiques, l'électrification ou l'isolation. Et donc, on va partir avec la slide suivante à Oulan-Bator, donc capitale de la Mongolie. Vous avez vu dans les premières cartes que Antoine a présentées, peut-être si vous avez regardé attentivement, c'est un des très gros consommateurs de charbon, un petit pays coincé entre la Russie et la Chine et qui a connu un très fort exode rural depuis ces 30 dernières années. Il y a les steppes, mais il y a aussi Oulan-Bator, vous voyez là, avec des quartiers périphériques qui ont grossi, qui représentent aujourd'hui plus de la moitié des 1,5 million d'habitants, avec un habitat semi-formel ou semi-informel, enfin, un mélange de yourtes, vous voyez les yourtes là,
et de maisons en matériaux modernes, mais extrêmement peu mal isolés et utilisant des poêles à charbon très peu efficaces. Donc, une pollution de l'air extrêmement importante, 600 000 tonnes de charbon consommées à Oulan-Bator chaque année. Et cette pollution de l'air, c'est aussi des problèmes respiratoires et une qualité de la vie qui se dégrade, qui a poussé en 2017 le gouvernement à déclarer une sorte d'état d'urgence contre cette situation et à chercher différentes façons d'y remédier. Le GRES, qui était présent depuis une dizaine d'années pour d'autres programmes dans la construction bioclimatique, a proposé et lancé en 2018 le Switch of Air Pollution avec, dans le cadre du programme Switch Asia de l'Union européenne. Ce programme vise en fait à réduire cette pollution de l'air, à réduire les maladies respiratoires, à réduire aussi les dépenses en charbon des ménages et réduire les gaz à effet de serre. Mais bien sûr, pour la population, avant tout, c'est les dépenses et les maladies respiratoires qui comptent. Et pour ça, il y a en fait la volonté de notre part d'améliorer l'efficacité énergétique en créant un marché de l'isolation avec des matériaux certifiés, des techniques standardisées, des entreprises formées, des prêts adaptés aux ménages. Donc, le montage de tout un écosystème favorable en lien avec l'université, avec l'Association nationale des professionnels de la construction, avec les banques locales et un soutien financier de l'Europe, des agences. Donc, il y a aussi une ONG tchèque, People of Need, qui est partie prenante, donc la coopération tchèque, la coopération française et la Fondation Abbé Pierre, puisqu'on a dans ces quartiers des populations extrêmement modestes. Donc, on est dans une action, en fait, comme contre la précarité énergétique, comme la Fondation peut en conduire en France. Les résultats, ça a été le… Non, tu peux rester avant, voilà. Donc, le montage de tout un dispositif de communication, tout un processus, en fait, pour favoriser la démarche d'isolation. On a fait au départ une enquête approfondie sur la population, ses besoins et les moyens qu'elle a pour engager des dépenses de rénovation, sur les constructions existantes avec une typologie, avec quatre types d'enveloppes et une base de données sur les entreprises. Tout ça aboutit à la présentation d'une offre standardisée, progressive. C'est ce que vous voyez dans le tableau ici en bas à gauche, de solutions très simples, mais évidemment dont le niveau d'efficacité est limité, de 8%. L'isolation du toit, on s'améliore, l'isolation des murs et puis une isolation des fondations. On est dans un pays extrêmement froid. Bien sûr, on sait qu'en matière de rénovation, l'idéal, c'est de tout rénover, mais on doit faire aussi avec la réalité des populations, d'abord qui ne savent pas trop où elles s'engagent, et puis qui ont des moyens limités. Et donc, on favorise cette approche étape par étape. Et on a aussi donc formé les entrepreneurs à tout ça. Et pour favoriser la demande, on utilise les moyens modernes. Alors, ça peut être des panneaux d'affichage, mais c'est surtout Internet avec un site dédié. Et ce qui marche, on me dit du feu de Dieu, c'est Facebook. Donc, le compte Facebook et avec un centre d'appel permet vraiment une communication importante. Donc, bon, il y a eu le Covid, donc c'est un petit peu ralenti, mais en 2020, une trentaine de maisons ont pu être isolées, dont une dizaine a bénéficié de prêts verts. Et donc, voilà, une base un peu de démonstration.
Puis, on a lancé, donc depuis un an, une campagne de mobilisation sur les solutions simples. Vous voyez, les 2 premiers niveaux qui font de l'ordre de 8% d'économie d'énergie. Et pour inciter à aller plus loin, alors là, il y en a 400 à peu près qui en ont fait à ce jour. Quand un ménage peut prouver qu'il a incité 5 autres ménages à faire une simple solution, eh bien, on lui offre la rénovation, l'isolation du toit. Voilà. C'est des techniques commerciales tout à fait classiques qu'on applique à la rénovation énergétique. Et donc, là, on est parti ces jours-ci pour une nouvelle campagne pour atteindre, toucher encore 1000 ménages. Bon, vous allez me dire, par rapport aux 600 000 tonnes de charbon consommé, bon, ben, on n'a pas encore tout résolu. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de ces réalisations concrètes, l'Association nationale des constructeurs, elle a ouvert en fait dans son organisation une nouvelle branche pour accompagner, inciter, former les entreprises sur la rénovation énergétique. Donc, il y a vraiment aujourd'hui quelque chose de dédié dans cette association. Et puis, les autorités nationales ont intégré dans leurs normes de rénovation thermique des dispositifs que l'on a promus ici. C'est-à-dire qu'au-delà de nos réalisations à l'échelle de nos petits bras, ces propositions rentrent maintenant, depuis le 1er janvier, dans les normes de rénovation énergétique du pays. Alors, pour illustrer un peu, on peut voir les 3 premières minutes d'une vidéo où on intervient, je ne vais pas citer, pour sensibiliser les ménages avec les bénévoles de la Croix-Rouge d'Oulan-Bator. Est-ce que vous entendez le son? Non. Non. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et le remettre. Oui, Samuel, vous avez la possibilité de partager le son normalement en même temps que votre écran. C'est dans les options. Ouais, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Oui. Дулаан шийдэл үзүүлж байна. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилготой дулаан шийдэл төслөө санаачлан хялбар шийдэл аяныг Сүхбаатар, Сонгон хайрхан дүүргийн улаан загалмайн дундчдны хороодуудтай хамтран амжилттай хэрэгжүүлж байна. Аян маань 2020 оны 12 сараас 2021 оны 12 сарыг дуустал хэрэгжих бөгөөд аяны маань зорилго нь иргэдийн дунд дулаалгын ач холбогдлыг таниулах, тэр дундаа хялбар хямдаагаар хэрхэн байшингийнхаа дулаан алдагдлыг бууруулах вэ гэдэг арга замыг түгээн дэлгэрүүлэх явдал юм аа. Энэхүү аяны хүрээнд хийгдэж байгаа бас нэгэн чухал ажил бол бид 250 айлын дээврийг 5 см-ийн зузаантай дулаалгын материалаар дулаалгаад ажиллаж байна. За хялбар шийдэл аяны хүрээнд манайх 11-р хорооны одоо 20 ихэд би сайн ажил хийж явж байна. За энэ хугацаанд одоо манай зорилтуудын айлууд маш их идэвхтэй одоо юуныхаа чатаас бас мэдээллийг маш сайн авдаг. Цаашаа бас одоо ойр хавийнхаа танил талнаас нөхөд хамар хашааныхаа айлуудад одоо мэдээллийг маш их сайн түгээж өгдөг байгаа. Сайн дурын идэвхтэнд ялмаа гэж надад ярьсан. Facebook группээс группээс хэлбэр төслөөр одоо яаж барай орон байраа дулаалах вэ гэж мэдээлэлд ирсэн. Тэрнээс санаачлага аваад одоо гэрийнхаа шал тэгээд цамх зэргийг одоо дулаалсан. Цамхаа бол дахин гоцлоход тэгээд дулаалсан. Шалаа болохоор бор цаас тавьж хийсэн дагуур ханлуугаа дэшүүлээ гаргаад тэгээд дулаалсан. Oui, il y a un problème de son, mais ce n'est pas grave. Pardon? Non, les gens signalent un problème de son, mais je dis
bon, ce n'est pas dramatique parce que de toute façon, les gens s'expriment en mongol. Ouais. L'important, c'est vous montrer les images. Je continue du coup ou... Oui, jusqu'à la Ouais. fin de la 3e minute. Надаа энэ дулаалгыг хийсэн байсан. Надад дурааж хийсэн. Тэгээ энийг урамшуулад одоо дээд манай дээврийн материал өгч надад манай дээврийг дулаалж өгсөн. Тэгээд энэ дулаалга нь одоо ингээд 5 санжаар явж байгаа. Энэ 5 санжийн дулаалга нь бол одоо зөвхөн эхлэл байгаамаа. Одоо энийг та өөрөө ингээд нөөц солилцоогоо боломжоо ашиглаад тийм ингээд 20 санж хүртэл ингээд нэмээд яваад ингээд тэгэд дулаалга хийгээрэй. Тэгэх юм бол бүрэн гүйцэтгэх стандартын дагуу тийм дулаалга болно. Дулаалгыг минь хийж өгсөнд их баярлалаа та нарт. Voilà, on peut arrêter, Samuel. Ok. Voilà, donc, bon, ces images ne sont pas parfaites. C'est pour vous montrer un peu l'ambiance, les vrais gens qui sont impliqués dans cette réalisation. Tu peux mettre la dernière slide, s'il te plaît. Alors, effectivement, il n'y a pas de... quelqu'un faisait remarquer qu'il n'y avait pas de sous-titrage. En fait, c'est à usage interne. C'est aussi parce que on communique beaucoup à Oulan-Bator. Sur ce programme-là, on participe à différentes conférences. Voilà. Donc, et pour conclure, pour vous montrer que ce sont des choses, bien sûr, sur lesquelles on travaille ailleurs. On travaille bien sûr sur la précarité énergétique à Marseille. En bas à droite, vous avez une image de Marseille. En haut à droite, au Tadjikistan, on travaille aussi avec l'association des architectes et les constructeurs à des modèles de petites maisons donc bien isolées. On travaillait beaucoup en Afghanistan et notamment à Kaboul sur l'isolation. On est dans un peu les mêmes situations que le Tadjikistan ou la Mongolie, avec usage de beaucoup de charbon, des hivers froids. Donc voilà, les fenêtres, les toits, les vérandas. Tous les principes en fait du bioclimatique utilisés autant que faire se peut. Et puis en bas à gauche, c'est le Maroc, c'est des écoles dans le Haut Atlas avec les problèmes de chauffage qui se posent dans ces écoles où on peut avoir des températures très basses dont on peut penser que ce n'est pas très favorable ni à la santé, vous voyez le poil, ni aux apprentissages. Voilà un petit peu les réalités de la rénovation énergétique dans les pays pauvres et les zones froides de ces pays. Merci. Merci beaucoup, Marie-Noëlle, et merci encore une fois pour votre contribution à ce bilan mondial de l'action climat. Vous pouvez donc retrouver le cas d'étude sur ce projet à Oulan-Bator au GRS sur le site internet, dans le bilan complet. On va tout de suite enchaîner. On a pris un tout petit peu de retard sur le secteur industrie. On a la chance d'avoir Guillaume Marchand avec nous qui va nous parler des technologies de capture du carbone et de son utilisation ou de son stockage. C'est un thème, Antoine l'a mentionné, il y avait une slide dans les enseignements transversaux du bilan au début de cette webconférence, et ça a tout de suite suscité plusieurs questions. Donc, on est très content d'avoir Guillaume avec nous pour nous détailler un petit peu où ça en est, où en sont ces technologies, et puis aussi un peu les controverses qui y sont associées. Merci Guillaume. Ok, donc j'ai partagé mon écran. Un peu, ça. Ok, donc est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui, c'est bon. Ok. Donc,
Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, il me semble intéressant de revenir en fait sur l'acronyme CCUS que je vais utiliser lors de ma présentation. Alors, hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie CCUS? En fait, c'est les deux principales branches des technologies de captage et de stockage du carbone, que sont le CCS et le CCU. Donc, le CCS, c'est Carbon Capture and Storage en anglais. Donc, l'objectif principal, c'est de capter du carbone en sortie d'industrie ou d'usine ou de centrales thermiques et de le stocker dans des couches géologiques profondes. Alors que le CCU, en fait, l'idée, c'est Carbon Capture and Utilization. Donc, l'idée, c'est de le réutiliser dans certains procédés industriels, que ce soit l'extraction d'hydrocarbures, la production de boissons gazeuses ou encore l'agriculture sous serre. Et depuis peu, on associe aussi ces technologies de captage et de stockage du carbone aux technologies d'émissions négatives. Donc ici, je vous ai donné l'exemple des BECCS, donc qui sont des technologies qui visent à produire de la biomasse pour capter le carbone qui est contenu dans l'atmosphère. Et cette biomasse sera ensuite utilisée pour la production d'énergie et le CCS interviendra en bout de chaîne pour éviter que ce carbone soit réémis dans l'atmosphère. Donc, actuellement, on voit que bon nombre de scénarios visant la neutralité carbone, ces scénarios qu'ils soient à l'échelle internationale ou nationale, mobilisent les CCUS dans leurs projections. Si on prend l'exemple du dernier scénario de l'Agence internationale de l'énergie pour l'atteinte de l'émission de zéro émission nette en 2050, l'AIE postule qu'en 2030, les CCUS permettront d'absorber 1,6 gigatonnes de CO2 par an et 7,6 gigatonnes de CO2 par an en 2050. Donc, les CCUS semblent être devenus, du moins sur le papier, des outils presque incontournables de décarbonation. Cependant, on peut se poser la question où est-ce qu'on en est actuellement et est-ce que un déploiement aux échelles évoquées ici est envisageable au vu des dynamiques récentes et des verrous actuels. Et c'est ce qui constituera le cœur de ma présentation aujourd'hui. Donc, au moment de la COP21, les CCUS étaient relativement confidentiels et n'avaient réussi à se développer principalement qu'en Amérique du Nord. Grâce à l'association avec les technologies d'assistance de récupération assistée du pétrole, ou EOR, qui leur conférait une certaine rentabilité économique, mais aussi grâce à des subventions directes et indirectes attribuées par les gouvernements fédéraux et les gouvernements fédérés. Et en Europe, même s'il y a eu des programmes communautaires et des programmes nationaux pour développer des projets à l'échelle industrielle, seule la Norvège a réussi à donner vie à deux projets qui sont Sleipner et Snøhvit. Donc, au moment de la COP21, en fait, il y avait très peu de projets opérationnels dans le monde. Et depuis 2016, on voit un certain regain d'intérêt pour les CCUS. Plusieurs pays ont récemment émis ou révisé des feuilles de route de décarbonation de l'économie qui intègrent ce genre de technologie. C'est le cas de la France, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, la Chine et de l'Australie. Et par exemple, en France, la stratégie nationale bas carbone, qui a été révisée en 2019, prévoit d'utiliser les CCUS et les BECCS, donc bioénergie associée au CCS, pour stocker environ 15 millions de tonnes de CO2 par an en 2050 et ainsi capter 18% des émissions à cette date. Selon les chiffres avancés par l'AIE, 30 projets ont été annoncés entre 2017 et 2030. Cette nouvelle vague de projets, elle est symbolisée sur cette carte en bleu. Ce sont des projets qui, contrairement aux projets des années 2010, sont segmentés, c'est-à-dire qu'ils visent un seul maillon de la chaîne, de CCUS. Et la tendance est au développement de clusters et de hubs afin d'optimiser les coûts et les infrastructures, et aussi au développement de partenariats entre le secteur public et le secteur privé et aussi entre les nations afin de mutualiser les efforts. Et environ 50% des projets à l'échelle européenne qui ont été annoncés ou qui sont en cours sont portés par le secteur oil and gas.
Donc, cela peut s'expliquer assez facilement. D'une part, parce que le secteur oil and gas a un savoir-faire dans le domaine de l'extraction d'hydrocarbures qui partage certains points communs avec les procédés CCUS, mais aussi parce que cette filière représente une opportunité de reconversion pour le secteur de l'oil and gas face au déclin annoncé du pétrole. Alors, à titre d'exemple, l'un des projets phares sur le continent européen dans cette nouvelle vague de projets est le projet Longship qui se trouve en Norvège, qui prévoit le captage de CO2 à partir d'une cimenterie d'une usine de traitement de déchets pour un stockage en mer du Nord. La partie stockage et transport, elle est assurée elle est portée essentiellement par des pétroliers, Equinor, Shell et Total Energy, au sein du sous-projet qui s'appelle Northern Lights. Donc, Northern Lights, c'est un projet de hub qui a pour objectif de transporter et de stocker entre 0,8 et 1 million de tonnes de CO2 par an lors des premières phases du projet Longship et de passer ensuite à 5 millions de tonnes de CO2 par an en recevant le CO2 de différentes sources européennes. Donc, le projet a été largement soutenu par le gouvernement norvégien qui a injecté 1,8 milliard d'euros en 2020, ce qui représente 2/3 du coût total du projet. Donc, actuellement, les CCUS permettent de stocker 40 millions de tonnes de CO2 par an, mais sur les 26 projets opérationnels, 20 reposent en fait sur la récupération assistée du pétrole, ce qui est loin d'être bénéfique pour le climat, puisque pour 1 tonne injectée, il y aura 2 tonnes qui seront émises par les hydrocarbures qui ont été récupérés. Si tous les projets planifiés récemment étaient mis en œuvre, les capacités de stockage pourraient passer de 40 millions de tonnes à 130 millions de tonnes de CO2 par an. Or, si on considère que le développement d'une chaîne CCUS prend environ 10 ans pour être mis en œuvre, même si tous les projets annoncés étaient effectivement réalisés, cela resterait insuffisant pour atteindre les objectifs affichés par l'AIE qui sont, je vous le rappelle, de 1,6 gigatonnes de CO2 captés par an en 2030. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent ce regain de dynamisme? Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent être évoqués. J'en évoquerai principalement 3 ici. Sur le plan politique, donc, les engagements pris autour de la neutralité carbone en 2050 qui ont relancé les discussions autour des technologies qui pourraient venir en appui aux moyens naturels de séquestrer du carbone. Sur le plan économique, on a une remontée des cours du carbone, donc une tendance vers une plus forte contrainte carbone qui se dessine pour les années à venir, et donc ce qui fait que les industriels recommencent à considérer le CCUS avec un peu plus de sérieux qu'auparavant. Et sur le plan sociétal, il faut noter que les principaux promoteurs de ces technologies ont su faire évoluer leur discours pour les rendre plus acceptables et légitimes. Au début des années 2000 et 2010, les CCUS étaient assez critiqués car ils étaient associés à l'idée de maintenir les énergies fossiles dans le mix énergétique mondial, alors qu'aujourd'hui, ce sont d'autres usages qui sont mis en avant, comme la lutte contre les émissions industrielles incompressibles, le développement des technologies d'émissions négatives ou encore la décarbonation de l'hydrogène, qui sont des usages qui ont une aura plus positive. Donc, pour l'AIE, les 10 prochaines années, elles seront fondamentales pour le déploiement des CCUS et des technologies d'émissions négatives. En effet, sans une multiplication des projets à l'échelle industrielle, il sera impossible de faire baisser les coûts des technologies et impossible d'atteindre la neutralité carbone en temps voulu. Et cependant, actuellement, il y a encore un certain nombre de verrous qui subsistent, ce qui rend le déploiement des CCUS à l'échelle mondiale encore incertain. Donc, les premiers verrous, ils sont d'ordre économique. Donc, malgré la remontée des cours du carbone que j'évoquais précédemment, les CCUS ne sont toujours pas viables et attirent peu les investisseurs car elles reposent davantage sur une contrainte que sur la perspective de profit économique. Si on reprend les chiffres de l'ADEME qui estime le coût d'une chaîne complète de CCUS à l'échelle industrielle en France entre 88 et 110 euros par tonne, cela reste supérieur en fait au cours du carbone qui plafonne autour de 60 euros aujourd'hui. Donc pour l'instant, acheter des crédits carbone est plus avantageux pour un émetteur que d'investir dans une chaîne CCUS.
À ma connaissance, seulement 3 pays en Europe ont mis en place des mécanismes pour essayer de compenser ce manque de rentabilité. Ce sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Norvège. En Amérique du Nord, le manque de rentabilité est compensé par le couplage avec la récupération assistée du pétrole. Et ce couplage peut être à double tranchant. Car la baisse des cours des hydrocarbures peut inciter les compagnies pétrolières à abandonner ou à suspendre les activités de CCUS. À titre d'exemple, le projet Petra Nova, qui est un des projets phares aux États-Unis du CCUS et qui est associé à l'assistance à la récupération assistée du pétrole, a été suspendu en 2020 à cause de la baisse des cours. Donc, sur l'échiquier politique, certains auteurs décrivent le CCUS comme des technologies orphelines, donc c'est-à-dire des technologies qui n'ont pas de fervents opposants ni de fervents supporters. Et d'une manière générale, jusqu'à présent, la classe politique s'est peu investie pour le soutien au CCUS, en dehors de quelques nations particulières que j'ai évoquées précédemment. Comme il y a encore un certain nombre d'incertitudes sur la technologie et comme il y a aussi des risques, cela soulève certaines craintes de la part de la société civile et donc la prise de position à ce sujet peut être dangereuse pour un acteur politique, surtout en Europe où les énergies renouvelables ont plutôt le vent en poupe. Donc, il n'est pas du tout certain que la classe politique vienne à se mobiliser dans un futur proche pour ce type de technologie et décide de libérer les fonds nécessaires pour le développement des futurs sites et des infrastructures prévues. Pour cette classe politique, les CCUS sont encore perçus comme des solutions secondaires ou de secours si les autres leviers de décarbonation venaient à faillir. Enfin, se pose une dernière question, et je terminerai avec ça, c'est la question de la territorialisation des CCUS, autrement dit leur mise en œuvre concrète sur le territoire. Et dans ce domaine, les incertitudes sont encore nombreuses, notamment en matière d'acceptabilité sociale. En effet, au début des années 2010, un certain nombre de projets en Europe ont rencontré des oppositions locales en raison des risques qu'ils pouvaient générer, mais aussi en raison du lien qu'ils entretenaient avec les énergies fossiles. Donc, il se peut que les projets de la nouvelle vague fassent eux aussi face à ce genre de résistance. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume, et merci beaucoup pour ta contribution au bilan de l'action climat de l'Observatoire Climate Change. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver ce bilan sur notre site internet, sur le site internet de Climate Change, pour aller approfondir un peu toutes les présentations que vous avez aujourd'hui. On va arriver à la dernière présentation. Alors, Guillaume, d'ailleurs, j'ai vu des questions aussi dans la discussion et dans le module questions-réponses. Pareil, si tu as le temps d'y répondre, c'est parfait. Oui, je vais regarder ça. Et tu peux, je pense, enlever ton partage d'écran. Ah, il me semblait l'avoir arrêté. Moi, je le vois encore. Donc, je vais sinon reprendre la main. Et on va pouvoir passer à la présentation de la dernière tendance qu'on présente ce matin dans le cadre du sommet virtuel du climat avec Marie-Ange Kalenga. Vous avez écrit sur la foresterie communautaire, notamment en Afrique. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux enseignements de cette tendance que vous pouvez retrouver dans le bilan de l'action climat de l'Observatoire Climate Change. Merci Marie-Ange. Merci beaucoup, bonjour, et encore toute notre reconnaissance à Climate Change, mais aussi au sommet virtuel sur le climat de nous avoir invités à ce webinaire et de nous permettre de partager les enseignements tirés donc, de nos analyses et de notre travail concernant la foresterie communautaire. Donc, je travaille pour FEM, qui est une ONG environnementale dont le siège est situé à Bruxelles et qui œuvre pour que les politiques de l'Union européenne en matière de forêt contribuent à leur protection, mais également à la protection des droits des populations qui en dépendent étroitement pour leur survie, non seulement en Europe, mais également dans le monde. Alors, je vais partager ma présentation. J'espère que ça marche. Oui, c'est bon, on voit. C'est bon, on voit, très bien. Alors, c'est intéressant de passer juste après Guillaume Marchand, puisque les forêts sont une technologie, on va dire, naturelle
de captage du CO2, du carbone, mais c'est une technologie qui est en danger parce que lorsque les forêts sont préservées, elles sont un puits de carbone, mais lorsqu'elles sont détruites ou incendiées, elles sont une source importante d'émissions de carbone, importante et dangereuse. Alors, peut-être un bref rappel de l'importance des forêts en Afrique centrale. Il ne vous a pas échappé, pour certains d'entre vous, que les forêts du bassin du Congo sont le second plus important massif forestier tropical au monde après l'Amazonie et que c'est une région qui est devenue en fait le premier puits de carbone puisque le bassin amazonien vient de perdre ce titre, si je peux dire. Donc on est vraiment sur une immensité de forêts pratiquement intactes par rapport à d'autres régions comme l'Amérique latine ou l'Asie du Sud-Est où là la déforestation a peu à peu grignoté les forêts naturelles. Alors, si le taux de déforestation en Afrique centrale est resté historiquement bas, on se rend compte qu'il constitue néanmoins un nouveau front pour la déforestation en raison de la demande accrue en commodités agricoles, de la demande accrue en bois, mais aussi en énergie. Et selon la FAO, depuis ces 5 dernières années, la forêt congolaise, donc du bassin du Congo, a perdu 3,1 millions d'hectares. La République démocratique du Congo est en la matière un cas emblématique puisque c'est le pays qui perd le plus de forêts en ce moment pour des raisons variées dont il serait trop long en fait de s'attarder ici. Il faut aussi souligner que il y a 60 millions de personnes qui dépendent directement ou indirectement de ces forêts en Afrique centrale, à la fois pour leur subsistance, pour leur habitat, pour la pharmacopée, pour leurs besoins énergétiques et pour leur alimentation. Donc, ce n'est pas simplement un écosystème qui est important pour l'absorption du carbone, mais voilà, c'est aussi un écosystème qui est très important pour la survie de millions de personnes. La protection des forêts dans le bassin du Congo se heurte à 2 difficultés. La première, c'est qu'une majorité d'États dans la région sont des États qui souhaitent que leur pays parvienne à une forme d'émergence économique. Donc, ils misent sur des stratégies de diversification à travers l'exploitation des ressources naturelles et notamment des forêts, par exemple l'exploitation industrielle du bois et son exportation vers l'Europe, mais de plus en plus vers l'Asie. Et alors, ce sont des pays qui ont lancé un certain nombre de réformes en matière économique, mais aussi en matière de gouvernance pour permettre donc de booster par exemple leur secteur forestier, mais aussi pour permettre peut-être une planification territoriale qui soit plus cohérente, mais qui va aussi d'une certaine manière accélérer le développement des infrastructures et accélérer l'exploitation à grande échelle donc des ressources naturelles que contiennent les forêts du bassin du Congo. Ce qui est très intéressant aussi dans le cas des forêts d'Afrique centrale, c'est qu'elles ne sont gérées essentiellement que sous la forme de concessions qui sont attribuées à des investisseurs, par exemple des sociétés forestières, mais aussi des sociétés minières et des sociétés pétrolières, et bien qu'un nombre important de communautés locales, mais aussi de populations autochtones, dépendent étroitement de ces forêts, on se rend compte que finalement, leur accès et leur droit sur ces forêts est extrêmement précaire. Donc, 1% seulement des populations du bassin du Congo ont des droits qui sont reconnus juridiquement pour la gestion de ces forêts, comparé à 10% finalement dans le monde de forêts qui appartiennent aux populations autochtones et aux communautés locales, donc selon un rapport de l'ONG Resource and Rights Institute. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de parler de la foresterie communautaire?
Alors, la première raison, c'est que depuis des générations, donc les communautés locales et les populations autochtones ont réussi à préserver de vastes espaces forestiers et qu'un nombre important donc, de recherches et d'analyses montrent que les forêts, finalement, sont mieux préservées et mieux gérées lorsqu'elles appartiennent aux communautés et que celles-ci se voient conférer des droits juridiquement solides sur celles-ci. On a constaté, par exemple, qu'en Amérique latine, dans des pays comme le Brésil, les taux de déforestation étaient bien moindres dans les zones qui étaient donc sous contrôle des communautés, ce qui peut nous pousser en fait à conclure que les communautés, lorsqu'elles disposent de droits juridiques forts sur ces forêts, finalement, les protègent davantage. Alors, pour aussi peut-être éclairer ce dont on parle, donc proposer un éclairage conceptuel. Vous entendrez parler de foresterie participative, de foresterie communautaire ou de gestion participative des forêts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la foresterie communautaire, c'est la forme, on va dire, la plus accomplie de gestion directe et autonome par les communautés des forêts, celles où elles ont le plus de droits sur celles-ci. Par exemple, en comparaison avec d'autres formes de gestion où elles sont simplement associées finalement à des mécanismes, par exemple, de partage des bénéfices. Dans le modèle concessionnaire, par exemple, les communautés se voient attribuer une portion d'une concession forestière, donc avec des droits, par exemple, d'usage, etc. Mais dans le cas de la foresterie communautaire, ce sont des droits qui sont beaucoup plus élargis, qui sont à la fois des droits d'usage, d'utilisation, mais aussi, par exemple, de commercialisation donc des produits forestiers, mais aussi des droits fonciers sur des droits de propriété en fait sur ces espaces forestiers. En tout cas, pour Fern et les partenaires avec lesquels on travaille, donc en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, la foresterie communautaire doit être conçue en fait comme un mode de gestion des forêts par les communautés et pour les communautés. Et là, vous avez une petite affiche en fait de la journée des populations autochtones de 2021, qui a souligné justement l'importance d'accorder davantage donc, de moyens, mais aussi de droits aux populations autochtones en tant qu'acteurs incontournables et importants de la protection des forêts. Alors, malheureusement, la foresterie communautaire, et c'est un des enseignements principaux donc, que nous avons essayé de faire ressortir dans le bilan de Climate Change, est confrontée à un certain nombre de difficultés. On peut dire qu'il y a eu un véritable engouement vers la fin des années 90, avec la création des premiers forêts communautaires au Cameroun, et qu'aujourd'hui, en fait, tous les pays d'Afrique centrale ont développer des modèles de foresterie communautaire qu'ils ont inclus à la fois dans leur législation, mais qu'ils ont essayé aussi de mettre en pratique. Cependant, cette mise en pratique s'est heurtée finalement à un cadre juridique qui était parfois incohérent, mais aussi à un environnement politique où finalement on approuve la foresterie communautaire, mais un petit peu du bout des doigts, parce qu'effectivement les gouvernements de la région sont beaucoup plus intéressés à concéder donc, ces espaces forestiers aux investisseurs, que ce soit pour l'exploitation industrielle du bois ou l'exploitation minière. Et donc c'est un modèle aussi qui a eu de la peine à convaincre, parce que toujours dans le cas du Cameroun, on s'est aperçu qu'il y avait des phénomènes de captation de ce modèle de foresterie communautaire, à la fois par des ONG, mais aussi par des élites locales qui les utilisaient finalement pour contourner la législation en matière d'exploitation du bois et en coupant finalement de manière un petit peu anarchique du bois d'œuvre afin de le commercialiser et de l'écouler en fait en dehors des circuits un petit peu légaux et officiels. Donc, ces débuts difficiles nous ont appris que finalement la foresterie communautaire ne doit pas uniquement se focaliser sur l'exploitation du bois d'œuvre et que finalement des approches qui ont consisté à développer un modèle en dehors finalement des besoins et des aspirations réelles des communautés locales se sont finalement heurtées à un manque total d'appropriation par celles-ci.
Ce qui est finalement plutôt rassurant, c'est que face à ces constats et à ces premiers enseignements, on constate une dynamique renouvelée par rapport finalement à une demande de faire évoluer donc, le modèle de foresterie communautaire. Cela a conduit à revoir la législation dans un certain nombre de pays. En République du Congo, par exemple, l'année dernière, le gouvernement a adopté un nouveau code forestier qui propose une nouvelle vision, une nouvelle manière de mettre en pratique la foresterie communautaire vers des approches un petit peu plus multi-usages, donc pas simplement focalisées sur l'exploitation du bois, mais aussi sur la conservation, sur l'accent sur les paiements économiques, les paiements pour les services économiques que peuvent fournir les forêts communautaires, mais aussi sur des modèles axés sur l'écotourisme. Donc, cette dynamique renouvelée aussi a mis l'accent sur le fait que la foresterie communautaire doit être davantage arrimée sur des engagements politiques internationaux, régionaux, tels que ceux qui ont été pris par les gouvernements de l'Afrique centrale, dans le cadre, par exemple, des accords de partenariat volontaire qu'ils ont signés avec l'Union européenne pour mettre fin à l'exploitation illégale des forêts et du commerce qui est associé, mais également dans le cadre donc, de l'initiative REDD+, donc de réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation des forêts, également dans le cadre des contributions déterminées au niveau national, où la foresterie communautaire peut servir d'outil à la fois d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et puis AFR 100, c'est une initiative en fait de restauration des forêts. Donc comment est-ce que les forêts communautaires peuvent être mises à profit pour restaurer des zones qui ont été fortement dégradées. Alors la République démocratique du Congo est un bon exemple de la manière dont les différents acteurs, à la fois le gouvernement, la société civile, les communautés locales, ont essayé de développer une nouvelle vision commune donc, de la foresterie communautaire qui essaie d'associer effectivement ces différentes approches, mais qui soit aussi portée de manière vraiment à la base par les communautés. Alors, en tant que société civile, FERB, mais aussi tous les réseaux avec lesquels nous travaillons, essaient de se mobiliser sur plusieurs fronts. Donc, à travers le plaidoyer, nous essayons d'avoir un dialogue avec les gouvernements d'Afrique centrale, mais aussi les pays donateurs de l'Union européenne et au-delà, pour que les politiques soient plus cohérentes. Donc, les politiques auxquelles s'arriment donc l'outil foresterie communautaire soit plus cohérent. Par exemple, en République centrafricaine, nous avons demandé une révision du code forestier parce qu'on se rend compte que finalement, la foresterie communautaire, elle est possible dans le domaine, ce qu'on appelle le domaine forestier permanent de l'État, mais simplement, il n'existe plus aucun espace dans ce domaine forestier pour créer des forêts communautaires, puisque ce domaine forestier a été largement attribué aux coups de cession ou bien sous forme d'aires protégées. Nous demandons aussi davantage d'inclusion des groupes vulnérables, donc les populations autochtones ou les femmes. Donc, comme je l'ai souligné précédemment, ce sont des groupes finalement qui n'ont pas eu forcément droit de citer lorsque les premières forêts communautaires ont été lancées. Et donc là, on aimerait qu'en début de processus, elles puissent donc avoir leur mot à dire, puisqu'elles sont aussi un petit peu dépositaires de pratiques et d'approches qu'elles ont appliquées de manière traditionnelle. Donc, comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, capitaliser sur ces savoirs traditionnels pour déployer donc, des modèles un petit peu plus innovants. Et puis alors, nous essayons de proposer un accompagnement technique et financier des communautés qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour mettre en œuvre donc, des projets de foresterie communautaire. Donc, ce sont des projets finalement de longue haleine qui demandent, par exemple, la mise en œuvre de plans simples de gestion des forêts. Mais donc, ce sont des plans simples, mais qui peuvent sembler un petit peu compliqués pour les communautés parce qu'il s'agit de faire des inventaires forestiers. Il s'agit aussi de bien comprendre la législation. Donc,
voilà, il faut vraiment être aux côtés de ces communautés pour les sensibiliser, pour leur expliquer effectivement quels sont leurs droits, mais aussi quelles sont leurs responsabilités par rapport au cadre juridique qui leur a imposé. Donc, en termes d'actions concrètes, nous travaillons en consortium, en coalition, etc. Et donc là, vous avez un nombre quelques noms de consortiums au sein desquels nous avons été actifs ou que nous soutenons. Donc, dans une perspective vraiment d'utiliser aussi la foresterie communautaire comme moyen pour sécuriser les droits fonciers des communautés qui sont encore très, très, très fragiles en Afrique centrale, d'encourager aussi des expériences pilotes là où la législation est encore incomplète et ne permet pas de mettre en œuvre ou de créer concrètement des forêts communautaires, mais aussi d'appuyer des initiatives, on va dire, régionales, multi-acteurs, pluri-acteurs, comme la feuille de route de Brazzaville qui a été élaborée de manière inclusive sous la houlette de la FAO et qui entend en fait déployer le plein potentiel de la foresterie participative en Afrique centrale afin donc d'en accroître l'efficacité. Ariane, je me permets juste de vous demander, s'il vous plaît, de conclure assez rapidement parce qu'on va devoir laisser l'antenne. Ah d'accord, donc je suis vraiment désolée. Donc je vais terminer sur l'engagement des bailleurs de fonds. Alors ils ont été très très présents, donc des pays comme par exemple le Royaume-Uni, mais également la Norvège et un petit peu la France, les Pays-Bas sur ces questions de foresterie communautaire. Et leur engagement a permis peut-être de davantage mettre l'accent sur la problématique du foncier, vraiment que la foresterie communautaire ne pouvait pas se déployer sans une clarification des régimes de tenue foncière en Afrique centrale. Mais le problème, c'est que les interventions des bailleurs, malheureusement, ont été très, très, très fragmentées et se sont aussi appuyées plus sur une approche un petit peu programmatique, plutôt que sur une approche stratégique. Et donc, au niveau des financements qui ont été accordés, il ne faut pas se leurrer, ils ont été finalement assez limités. Et donc là, vous avez un exemple de ce que les financements qui ont été accordés à la foresterie communautaire par rapport finalement aux engagements qui ont été pris sur le financement climatique par un certain nombre de pays. Donc, c'est pour vous montrer finalement que l'appui dans la balance a été extrêmement limité, moins de 1% donc, de l'aide publique du développement pour l'atténuation et l'adaptation, donc pour aussi l'appui à des outils comme la foresterie communautaire par rapport aux 100 milliards qui ont été finalement déclarés en termes d'engagement. Voilà, donc en termes de recommandations, et là c'est vraiment la fin, donc nous plaidons pour un nouveau paradigme en faveur de la foresterie communautaire, un arrimage donc, à des politiques de développement et à des politiques climatiques pour que nous sortions de l'approche projet, mais aussi à l'élaboration d'une vision, on va dire, nationale, consensuelle, qui met vraiment le paquet sur les aspirations et les besoins des communautés. Et puis, afin qu'on s'assure que les interventions ne soient pas finalement des interventions descendantes, mais qu'elles soient vraiment des interventions ascendantes qui prennent en compte les besoins des communautés locales afin qu'elles puissent continuer à gérer de manière durable les forêts.